Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en face de l'artiste congolais le plus polyvalent, le plus populaire de la diaspora, M. Raymond, en tout cas qui va exposer aujourd'hui ses œuvres d'art. En tout cas, il a profité de cette occasion pour venir en tout cas nous donner ses impressions par rapport à l'exposition et par rapport à ses œuvres. Parce que nous sommes en face d'une œuvre qui dit en tout cas beaucoup, En tout cas, nous sommes en face des enfants, en tout cas du phénomène enfant de guerre, du phénomène enfant victime en tout cas de toutes les exactions qui se passent dans notre pays. Voilà, nous sommes en face de M. Raymond, l'artiste du jour, en tout cas qui va essayer un peu de nous décrire en tout cas toutes ces œuvres, en tout cas notamment l'œuvre que nous avons devant nous, l'enfant soldat. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Raymond, concernant cette œuvre que nous avons en face de nous? En fait, je fais cette œuvre pas par inspiration, c'est quelque chose qui me dérangeait depuis un moment à propos des enfants de guerre, les enfants de soldats. Oui. Donc, je pense que l'image, il y a déjà un message profond dans l'image. C'est un enfant soldat, armé jusqu'aux dents, drogué et supporté par certaines puissances. Parce que la guerre chez nous, la guerre dans l'Est, la guerre dans le Kivu, c'est supporté par certaines puissances et ces puissances-là sont représentées sur les tableaux. Pas seulement les puissances, on peut dire aussi les grandes compagnies qui dirigent ce monde, qui bénéficient de cette guerre-là, du sang congolais. Les compagnies sont là. Je n'ai même pas cité les noms, vous voyez les tableaux, vous voyez les compagnies. Et les nombres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de 3-4 millions, mais moi je suis contre ça, c'est pas 3-4 millions, c'est plus que ça. C'est pourquoi je mets 16 millions. Et je m'imagine même c'est moins, c'est plus que ça. Parce qu'il n'y a personne qui est allé compter dans chaque famille combien de morts il y a eu. Il y a eu des familles, il y a eu des quartiers, il y a eu des zones, il y a eu des sous-régions qui ont disparu, où les gens n'existent plus. Et ce phénomène-là, vous voyez, aujourd'hui c'est dans les Kasaï. Donc 16 millions de morts pour moi, je pourrais mettre même 50 millions de morts. Parce qu'on n'a pas, même la population aujourd'hui du Congo, on ne connaît même pas le nombre de la population du Congo. Absolument. Oui. Donc voilà, vous connaissez le coltan. Le coltan, c'est aujourd'hui tout ce qui est électronique, même tout ce qui est spatial. Le coltan intervient. Et tant qu'on aura le coltan, il y aura la guerre chez nous. Et tant que nous, Congolais, ne prenons pas les choses à main, il y aura toujours des enfants soldats. Absolument. Parce que l'actuel président de la République, si vous ne le savez pas, c'est un enfant soldat. Son père avait fait les maquis. Décrivez-nous un peu à propos de lui, l'enfant soldat. C'est un enfant soldat. Parce que son père avait fait les maquis. Son père était dans les maquis, à l'est, je ne sais pas. Parfois il faisait le Burundi, il faisait la Tanzanie, il faisait le Rwanda. C'est un enfant soldat. Et il a pris les armes. Il a commencé à manier les armes avant même l'âge adulte. Donc, l'actuel président de la République, c'est un enfant soldat. Et il connaît cette situation-là plus que nous. D'ailleurs, ça devrait être lui qui devrait intervenir contre ce phénomène-là. Et ce n'est pas un phénomène seulement congolais. Je parle du Congo parce que c'est mon pays, je connais le Congo. Absolument. Mais il y a eu ça au Libéria, il y a eu ça en Sierra Leone, il y a eu ça un peu partout, même au Soudan. En Angola aussi, il y a eu les enfants soldats. Oui. Et voilà, donc c'est un œuvre. Pour moi, si on me demandait, ça c'est mon chef-d'œuvre. Parce que c'est un message qui dit tout ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Ah, d'accord. Mais parce que nous avons vu que vous avez vraiment nomenclaturé toutes les multinationales qui font en tout cas le travail de sape dans notre pays. Voilà. En tout cas, si vous pouvez nous énumérer toutes ces multinationales et quel message vous pouvez passer par rapport à la population autochtone du Congo, par rapport à ces multinationales qui les déplacent, qui les dépeuplent par la force des armes? Les multinationales, le message pour moi, je ne sais pas hein, s'ils vont attendre mon message, mais moi mon message c'est plus, c'est un message de paix. Et ces gens-là, c'est multinationales. L'argent, c'est l'argent avant tous les vies.
les vies humaines, ça ne les concerne pas. Là, par exemple, vous voyez, il y a la tête d'un gorille coupé. C'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, dans le parc Virunga, on veut exploiter le pétrole du parc Virunga. Or, c'est un parc où, je ne sais pas s'il y a un parc où il y a plus d'animaux que des sortes d'animaux par rapport chez nous. Et ça montre, je veux montrer là, intervenir, dire à tous ceux qui s'occupent sur les animaux en Europe, en Amérique, en Asie, venir voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Et parce qu'ils ont trouvé du pétrole dans le Virunga, ils ont même le coltan exploité, c'est toujours dans le parc. Hein. La plupart des coltans, c'est exploité dans le parc. Et qui viennent intervenir. Nous, Congolais, d'abord, on va intervenir, mais c'est multi... Je ne vous coupe pas la parole, M. Raymond. C'est par rapport aussi à l'actualité. Parce que nous avons eu des échos par rapport aux touristes britanniques qui sont allés faire le tourisme là-bas. Ils ont été kidnappés dans le parc de Virunga. Oui. Et il y a aussi eu parce qu'il y a un service des gens, en tout cas, qui sont recrutés pour faire la sécurité pour le parc de Virunga, qui ont été éliminés, qui ont été externes. Par rapport à ça, quel message pouvez-vous dire à la communauté internationale? La communauté internationale ferme les yeux. La communauté internationale sait ce qui se passe dans le Kivu, sait ce qui se passe au Congo. Mais ils ferment les yeux parce que tout le monde est bénéficiaire. Toutes les compagnies là, tous les pays, Japon, Chine, Europe, communauté européenne, États-Unis, ils sont bénéficiaires de ce qui se passe au Congo. Et 2 touristes tués, 3 touristes tués, c'est de l'eau, c'est 2 gouttes d'eau dans la mer, c'est rien, ça leur dit rien. Ils ont fait du bruit pendant 2 ou 3 jours et puis c'est fini. Mais la vie des Congolais, je ne pense pas que la vie de ces touristes ou de ces journalistes vaut plus que la vie des 2 Congolais tués. Mais nous, on est à des millions de morts. Absolument. On est à des millions de morts, on n'en parle pas. Absolument. Et moi, je me suis dit, moi, en tant qu'artiste, je suis un artiste de rue, un artiste populaire. J'ai fait mes œuvres d'art, c'est pour le peuple. Je n'ai pas été dans une académie, je suis autodidacte. Je me suis dit, bon, moi, je ne peux rien faire pour mon pays, je ne peux pas, je sais pas, aller à l'ONU, aller déclarer. Et moi, je me suis dit, dans mes œuvres d'art, quand je fais les expos, je vais motiver les gens, leur dire qu'est-ce qui se passe chez nous. Et c'est à eux. Moi, je ne sais pas voir le PDG de Toshiba pour lui dire, bon, arrête ton business là au Congo. Absolument. Mais quand même, vous qui regardez ça, vous allez lui dire, vous allez lui poser des questions, vous allez lui dire, mais comment ça se fait qu'il y a un artiste qui dit que le coltan que vous avez là, ça vient du Congo. Or, c'est le coltan de sang, c'est comme le diamant. Il n'y a pas que le coltan, je parle du coltan. Il y a pire, il y a le sang, le diamant, il y a plein d'autres. Il y a l'or, il y a cassitérite. En fait, dans mon pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des zones entières où ces multinationales contrôlent. Ils ont des aéroports ou des avions qui viennent, je ne sais pas d'où ils viennent, ils descendent, ils embarquent, tout ce qu'ils ont embarqué, ils prennent et ils partent. Même le gouvernement à Kinshasa n'est pas au courant. Ils sont au courant, entre guillemets, mais ils ne veulent pas voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc ces multinationales-là, Motorola, je ne sais pas, Sharp, Toshiba, Panasonic, Samsung, Nokia, Canon, tous ces gens-là. Ils ont le sang congolais dans leurs mains. Qu'ils le veulent ou pas. On utilise ça, nous tous on utilise ça, mais si on doit voir d'où ça vient, on va jeter tous ces trucs-là. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire qu'il y ait la paix chez nous? Absolument, même s'il faut qu'ils prennent ça gratuit, on va leur donner ça gratuit, mais qu'ils nous foutent la paix. Mais justement, pourquoi ils créent toutes ces guerres-là? Parce que nous avons eu des échos, soit disant qu'il y a des industries de transformation de matières premières qui ont été implantées au niveau de Kigali, au Rwanda. Mais pourquoi pas ils n'implantent pas ça au Congo, à Goma, ou à Bukavu, ou à Kivu, pour que nous puissions arrêter un peu ces histoires-là de guerre-là? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils ne font pas ça parce que quelque part, le pays dont vous venez de citer là, le président de ces pays-là, moi, j'ai aucun problème avec qui est le président actuel de l'Union africaine. Oui, qui est président de l'Union africaine. C'est lui qui est le déclencheur du génocide. Absolument, oui. C'est lui le déclencheur du génocide. Aujourd'hui, il est d'ailleurs dans tous les salons, les présidents et tout, on les reçoit tapis rouge et tout. Or, c'est lui la cause de tout ce qui... Ces 16 millions-là, il est à la base de ça. Pas seulement chez lui au Rwanda, mais il amène ça chez nous. Il a importé au fait le génocide. Aujourd'hui, aux yeux aussi de tout le monde, il ne se cache même pas, il fait une usine de raffinerie de coltan chez lui, ils n'ont même pas 1 gramme de coltan. Et les gens applaudissent.
qui applaudissent. Et il en profite même pour faire le recrutement de tous qui peuvent diriger le Congo. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Quelle image pouvez-nous... C'est pas normal. Moi, en tant qu'artiste, personne ne va me fermer ma bouche. Ce gars-là, Paul Kagame, il est 6 pages d'autres. Moi, je le mets au même niveau que, comment il s'appelle, le roi belge, là. Oui. Même Hitler. Même Hitler. Lui, il a fait pire. Hein. Lui, il a... Pire encore. Il fait pire, il continue. Et on l'applaudit. C'est ça qui me fait mal. On applaudit ce Paul Kagame là avec tout ce qu'il est en train de faire. Il est applaudi. Et je ne suis pas d'accord, je suis artiste, je fais mes tableaux. Votre œuvre parle à la place de tous ces mots-là. Qu'est-ce qui se passe chez nous, au Congo, à l'aise, ça peut arriver dans n'importe quel pays, ça peut arriver dans d'autres pays, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe chez nous. Et c'est pourquoi je fais ces tableaux-là, pour que le public voit et puisse s'interroger, puisse faire... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser, mais voilà comment j'ai fait les tableaux. Oui, parce que nous nous approchons lentement et sûrement vers la date du 30 juin 2018, date en tout cas symbolique, date historique de la date où nous avions essayé un peu d'avoir notre indépendance soi-disant politique à travers les Belges. Mais quel message est-ce que, parce que j'ai vu un tableau que vous avez fait là-bas à propos de Lumumba, mais qu'est-ce que vous pouvez nous décrire à propos de ce tableau ici concernant Lumumba, parce que vous avez énuméré du 1925 au 17 janvier 1961. C'est la date de naissance de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Notre héros national, notre père, notre grand-père, notre frère, c'est Lumumba. Et je pense qu'il n'est pas seulement héros national congolais, il n'est plus au Congo. Lumumba, il est en Amérique du Sud, il est même en Chine, il est en URSS, il ne nous appartient plus. Mais pour lui, j'ai fait le tableau, mais j'ai mis quelqu'un qu'on ignore, que les gens ignorent beaucoup, à côté de lui. Quelqu'un qui, je pense, est le plus vieux prisonnier du monde, qui a été en prison parce qu'il a osé seulement dire que Dieu n'a pas de couleur de peau. Dieu n'a pas de couleur de peau, parce que Dieu c'est un esprit, c'est un grand esprit. Alors ça ne serait pas bien de montrer Dieu avec des images de blancs. Et c'est pourquoi ils ont pris ces gars-là, ils l'ont mis en prison, ils l'ont amené, je ne sais pas, bref, il a fait beaucoup d'années en prison. C'est qui? C'est Fumon Kimbangu. C'est pourquoi, pour moi, c'est quelqu'un déjà qui avait parlé, d'ailleurs même dans ses prophéties, il avait parlé de l'indépendance du Congo, de l'homme noir. Il avait dit même que les Noirs, ils vont piloter même des engins qui vont voler. Il avait parlé des pilotes noirs, à l'époque déjà. Donc, pour moi, pour énumérer son nom, et voilà, j'ai fait un tableau de Lumumba avec Fumon Kimbangu à côté de lui. Voilà. C'est significatif, on dirait, parce que vous avez mis à la place Lumumba et le prophète Simon Kimbangu en même temps. C'est toujours parce que c'est des indépendantistes, c'est des gars qui voulaient l'indépendance de l'homme noir. L'indépendance de l'homme noir, lui spirituel et lui vraiment physique. Donc lui, il voulait que... Déjà quand vous dites que Dieu n'est pas un blanc, donc déjà à l'époque c'était un problème. Donc on se peut se justifier pour dire que Dieu c'était raciste. Non, voilà. Voilà. Lui il voulait dire que Dieu n'a pas de race. Dieu est pour tout le monde. Dieu n'est pas seulement pour ceux-là qui... Les Chinois, les Japonais, ainsi de suite. Même chez les Japonais, Dieu ne peut pas être chinois ou japonais ou quoi là. Dieu c'est un être suprême qui n'a pas de race. Et c'est là où ces problèmes ont commencé. N'oubliez pas qu'il a été catéchiste. Il a donné même cours de catéchisme. Mais on lui a fait des problèmes. Et jusqu'aujourd'hui, nous, Congolais, beaucoup de Congolais ne connaissent pas l'histoire de Fumon Kimbangu. Or, il a fait même des prophéties. Et il s'est avéré que ces prophéties-là... Aujourd'hui, on parle de quatrième président. Et puis, il y a certaines personnes qui ont même changé ces prophéties. Ils ont politisé ces prophéties. Voilà. Parce que moi, je me dirais, le prophète, ce n'est pas de père en fils. Quand vous avez une prophétie, quand Dieu a besoin de vous, il vous donne une prophétie et vous devrez la dire. Bon, ces enfants, ces petits-enfants, ils ont pris la chose, ils ont politisé la chose. Et aujourd'hui, l'actuel président de notre pays, il paraît qu'il y a eu une prophétie de Fumon Kimbangu qui avait dit que ce gars-là sera président. Il va faire je ne sais pas combien d'années. Mais nous tous, on a lu les prophéties, mais ils ont... C'est le problème qu'on a au Congo aujourd'hui. On change tout. On a des criminels au pouvoir, on a des gens qui sont au pouvoir, qui
Même les prophéties de quelqu'un, il change sa prophétie et on met ça à l'intérieur d'un gars qui est parce qu'il est président, parce que on ne sait même pas d'où il vient, où est-ce qu'on l'a ramassé. On fait cette prophétie en son nom et aujourd'hui il y a des gens qui passent à la télé qui disent ah ouais, 4e président, machin, oui c'est lui qui m'avait dit. Mais qui vous avait dit ça? Nous tous on connaît Kimbangu. Il y a même des gens aujourd'hui, qui par des rêves ou par des songes, Kimbangu les contactent. Et ces gens-là disent, mais non, c'est faux. Pourquoi on va faire une histoire comme ça, monter de toutes pièces pour dire que ce gars-là, c'est Kimbangu qui avait dit qu'il deviendra président. Il est devenu président, oui, il est devenu président, mais regardez ce qu'il est en train de faire. Absolument, il est en train d'exterminer les peuples. On parle de 16 millions de morts, mais il est à la base de ça aussi. Ah oui. Il est à la base de ça. Ah oui, parce qu'il s'éternise au pouvoir. Il s'éternise au pouvoir, il veut maintenant changer de constitution. Voilà. Donc moi, mon tableau, c'est, j'aime bien Patrice Emery Lumumba. J'aime bien Fumu Kimbangu et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, faire un tableau pour... Et derrière ça, j'enseigne, je donne... les jeunes, surtout quand ils viennent voir mes tableaux, beaucoup ne connaissent pas Patrice Emery Lumumba et je les explique un peu ce qu'est Patrice Emery Lumumba et Fumu Kimbangu, je les explique aussi ce qu'est Fumu Kimbangu. Voilà. Et parce qu'on doit signaler aussi aux chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment aussi, parce que vous êtes un artiste populaire. Oui, populaire. Vous n'êtes pas un artiste... académique, non, je n'ai pas fait l'académie. Au grand sens. Sinon, je vais mentir. Je n'ai pas fait l'académie, je n'ai pas appris la peinture dans une académie. C'est à la maison. Je me suis dit, bon, pour mon peuple populaire, ça vient de mon peuple. Je me suis dit, bon, je vais faire la peinture. Et les styles, c'est populaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, pourquoi tu écris des noms, tu écris des dates. Justement, moi, c'est un enseignement que je suis en train de faire. J'explique aux gens, les gens qui ne savent pas, par exemple, là, c'est Maman Kipa Vita. Beaucoup ne savent pas qui est Maman Kipa Vita. Voilà. C'est une dame, c'est une jeune demoiselle qui est la première aussi, comme Fumu Kimbangu, qui avait dit que non, ce pays nous appartient. Il y a des gens qui viennent, qui commencent à piller notre pays, ils nous amènent des divinités qu'on ne connaît pas et pourtant nos ancêtres ont leur divinité. On a toujours la religion, en quelque sorte, qu'on nous amène. Cette religion-là qu'on nous amène, nous on n'est pas d'accord parce qu'on a notre religion. Et voilà qu'est-ce qu'on a fait, comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est sortie après elle. Elle est sortie bien avant Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris au bûcher. On l'a brûlé. Comme ça, parce qu'elle a dit que non, nous aussi on a notre religion. Et beaucoup de gens congolais ne connaissent pas qui est cette femme-là, Maman Kipa Vita. C'est pourquoi j'ai fait un tableau à sa mémoire pour que les jeunes congolais voient qui est Maman Kipa Vita. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de marteler concernant la libération, parce que les gens s'avertuent à aller juste aux élections, soi-disant, élections crédibles, transparentes, mais Kipa Vita s'est battu et Simon Kimbangu et Lumumba se sont battus pour la libération totale du peuple congolais. Mais quel message est-ce que vous pouvez lancer à nos dames, à nos jeunes frères et sœurs, ou surtout nos sœurs qui se battent en tout cas pour le pays? Parce que Kipa Vita a fait ce travail, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à nos dames, aux jeunes dames en tout cas, pour l'exemple? En tout cas, moi, quand je vois des femmes congolaises qui se battent, quand je vois des dames congolaises qui se battent, ça me fait plaisir. Mais beaucoup restent à la maison. Beaucoup restent à la maison, pour une raison ou pour une autre. Mais quand je vois des jeunes femmes congolaises, ça me fait penser à Maman Kipa Vita. Parce que même à part Maman Kipa Vita, il y a eu d'autres dames, des reines, Nzinga. J'avais les tableaux, mais bon, vous allez m'excuser, il y a des tableaux qui ne sont pas arrivés parce que, vu les circonstances et tout, je n'ai pas pu amener. Mon frère est bienvenu, il sait pourquoi je dis ça. Mais Maman Kipa Vita doit inspirer la jeunesse, les jeunes filles congolaises. Pour libérer les pays, il n'y a pas d'âge. Quand elle s'est mise debout, elle n'avait pas demandé ni à son père, ni à sa mère, ni à ses amis. Elle a dit ces gens-là. Les gens-là, c'était qui? C'était l'impérialisme. C'était les Portugais. Les occupants. Les occupants de l'époque. Était la première puissance du monde. En ce temps-là, il y avait peut-être l'Espagne. D'ailleurs, même les Portugais étaient plus forts que l'Espagne. Elle a dit, mais ces gens-là vont partir. Ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Advienne que pourra. Même au bûcher, quand on l'a amené au bûcher pour la brûler, on a dit non, excuse-toi, dis seulement que non, je ne savais pas qu'est-ce qui m'avait pris, c'est un esprit qui m'avait envoûté, et puis on te laisse. Elle a dit non, je suis sûr de ce que j'ai dit que ces gens-là doivent quitter mon pays. Mon pays doit devenir libre, on doit vivre comme nous avons vécu avec nos ancêtres, avec nos parents,
chez nous. Et c'est pourquoi la raison pour laquelle on l'avait brûlé. Et beaucoup, j'insiste beaucoup parce que beaucoup pensent que Maman Kipavita, c'est une Angolaise. Sur ce point-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent actuellement? Voilà encore le jeu, voilà encore ce que les impérialistes ont réussi à faire en Afrique. Parce que l'Angola aujourd'hui, quand on parle de l'Angola, le Congo, c'était un même pays. C'est aux conférences de Berlin qu'ils ont divisé l'Angola et le Congo. Donc, pour moi, je dirais Maman Kipavita, c'est une Congolaise, parce que c'était le royaume du Congo. L'Angolais, pas dire que c'est une Angolaise, parce qu'aujourd'hui c'est l'Angola. Ils ont raison, ils n'ont pas tort. Mais c'est encore une façon de nous diviser, de faire que l'Angolais devient étranger au Congolais, le Congolais devient étranger à l'Angolais. L'impérialisme, on doit se battre contre cet impérialisme-là, cette séparation-là, parce que nous et nos frères angolais, on était frères, on est frères. Mais c'est les frontières qui nous séparent. On nous a imposé des frontières que nous n'avions même pas à l'image. C'est l'une des raisons même des guerres aujourd'hui à l'Est. Même les guerres aujourd'hui à l'Est. Parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a des endroits où les frontières ont été mal tracées. Les frontières ont été mal tracées. Mais parce qu'on oublie aussi, très cher frère Romain, on oublie aussi que les frontières de la RDC, c'était des frontières éternelles. Elles ont existé et naturelles, avant même que les colons puissent être là. Mais comment nous pouvons accepter à vivre seulement dans le cadre de la conférence de Berlin? Et c'était même pas des frontières, parce que le roi, comment on appelle, le roi de Patéké, là, quand Stanley est allé de notre côté et de Brazza est allé de l'autre côté, c'était des frères. Il a dit, mais de l'autre côté, c'est mon frère. Comment vous voulez qu'il devienne la France et qu'ici, ça soit la Belgique? Ça a créé un problème, parce que nous, les frontières n'existaient pas. Bien qu'il y avait des frontières, mais c'était dans la tête. Tu sais que non, moi je m'arrête là, ici c'est notre région, là c'est la région des autres. Mais ce n'était pas au sens de visa, séparation, il faut les laisser passer comme aujourd'hui. Non. Tu voulais traverser la région, tu demandais qui est le chef de cette région. On l'avait dit, moi je traverse avec mes troupes, avec mes gens, je vais dans tel endroit. On te laissait passer. C'était pas comme aujourd'hui, on fait même la guerre. On a fait la guerre avec l'Angola, contre l'Angola. Donc qu'est-ce que je peux dire? C'est les Congolais et les Angolais qui font la guerre entre eux, c'est des frères qui se font la guerre. Oui, parce qu'on va en parler tout à l'heure au cours de l'exposition concernant même l'unification de l'Afrique. Que pensez-vous de ce que Kadhafi avait prédit? Il avait dit que les Africains doivent absolument, et dans l'urgence et dans l'immédiateté, s'unir pour construire l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Kadhafi qui n'est plus Kadhafi, pour moi, d'ailleurs, c'est vrai, c'est Lumumba. Pour moi, mon héros, c'est Lumumba. Mais Kadhafi, contemporain, Kadhafi, vraiment, c'est quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, je suis en deuil de Kadhafi. Je pleure toujours Kadhafi. Il voulait unir l'Afrique. Mais les Européens, on traverse. Les Européens, aujourd'hui, sont unis. Pourquoi eux, ils ont levé leurs frontières? Ils ne veulent pas que nous, on enlève nos frontières. Parce qu'ils ont compris qu'une communauté, quand vous êtes ensemble, vous devenez plus fort. C'est ça, oui. Et même Poutine avec l'URSS, il a compris qu'avec l'URSS, ils étaient forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont séparés des autres républiques. Absolument. Voilà pourquoi ils cherchent pour les affaiblir. Ils cherchent à tous les moyens pour réunir, en tout cas, l'ex-URSS qui a été balkanisé, on peut dire. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il va essayer de rassembler l'URSS comme c'était dans les temps. Bien sûr, peut-être l'Allemagne ne sera plus dans l'Est, l'Allemagne de l'Est ou la Pologne, mais c'est le cas même avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne on avait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, mais il y a le mur de Berlin qui a tombé, qui est tombé même. Et que pouvez-vous dire à propos de ça, pour faire un peu le parallélisme? Le parallélisme est que moi, je suis pour une Afrique unie. D'ailleurs, si on avait une Afrique unie, même les Rwandais, ils sont en combien de millions pour venir nous envahir et prendre... C'est juste une portion de la ville de Kinshasa. Ils ne sont pas égaux à toute la population du Congo. Et puis si on doit s'unir avec les Rwandais ou les Ougandais ou les Angolais, c'est avec nos conditions. Parce qu'on ne va pas s'unir comme ça dans les vides, parce que vous voulez qu'il y ait unification et on fait l'unification. Non, on va se mettre ensemble sur une table, on va dire pourquoi on va s'unir et comment s'unir. Parce qu'il ne faut pas aussi que... l'Afrique unie, il ne faut pas qu'un Algérien vienne au Congo, il commence à chipoter un Congolais chez lui. Ça va faire des tensions, ça va faire des problèmes. Absolument. Donc, je suis pour l'unification africaine, mais
À certaines conditions. À certaines conditions. Et quelles seraient selon vous ces conditions-là? Ces conditions, d'abord, l'amour entre nous. L'amour entre nous. Parce qu'on voit aujourd'hui chez Kadhafi, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos frères noirs africains. Mais si on était unis, si il y avait de l'amour des Libyens à nos frères noirs, sénégalais, tout autres, qui veulent traverser pour aller en Europe, ils ne les auraient pas fait ce qu'ils sont en train de les faire. On peut dire que c'est la conséquence immédiate. Du colonialisme, encore du colonialisme, voilà. Parce que il ne faut pas oublier, les colons nous ont mis des choses dans la tête. Les impérialismes nous ont mis des choses dans la tête. Il y a l'impérialisme religieux aussi. Dans l'impérialisme religieux, il y a certaines personnes qui n'ont pas, je ne dis pas été à l'école, mais des gens qui réfléchissent d'une façon religieuse. Et si on les a fait un lavement des cerveaux, pour eux, ils peuvent je ne sais pas, ils peuvent faire des choses qui ne sont plus religieuses, mais pour eux, ils pensent qu'ils font ça religieux. Au nom de Dieu. Oui, au nom d'Allah, au nom de tous ces gens-là. Ça crée des problèmes. Oui. Voilà quoi. Oui. On continue la suite de nos tableaux ici. Nous sommes en face de Alvaro. Alvaro, de 1500. Il avait écrit, vous voyez, il tient une lettre, il avait écrit au roi portugais. De l'époque. De l'époque, parce qu'il appelait son frère, parce qu'il était prince. Il a écrit une lettre, et cette lettre est très célèbre. Je demanderai aux Congolais de taper Alvaro, même sur Google, de taper la lettre du roi Alvaro, ils vont voir. Pour moi, c'est un prophète, ce gars, parce qu'il avait déjà décrit ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans quel sens? Nous vivons aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire un tout petit peu de cette histoire-là? Dans les temps, c'était l'esclavagisme, c'était les Portugais venaient, ils créaient des tensions entre tribus pour qu'il y ait une guerre, pour affaiblir les Congolais. Et lui, il a décrit ça, il a dit, mais les gens qui sont venus, qui nous ont amené la Bible, qui nous ont amené Dieu, qui nous ont amené l'amour, soi-disant, mais ils ne se comportent pas comme ce qu'ils disent, comme ce qui est écrit dans leur livre, parce qu'ils savaient lire et écrire. Tous les princes congolais, c'est des gens qui savaient lire et écrire, parler portugais, latin. C'était, j'ai un tableau là, vous avez bien un tableau d'un prince. On va y aller après ici. Il était même évêque, et il avait déjà décrit ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il avait demandé au roi portugais, prenez vos hommes ou bien éduquez vos hommes que quand ils viennent chez nous, qu'ils ne fassent pas des exactions chez nous. Voilà la fameuse lettre du roi Alvaro. Ah, d'accord. Et puis ensuite, nous avons Antonio Vitakanga Dontoni. Vitakanga, c'est la personne qui avait dit non aux impérialistes. Sa tête a été coupée, a été emmenée jusqu'au Portugal. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que... On peut récupérer sa tête, mais qui va aller le récupérer? Parce que ça a été livré au roi portugais. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit au Portugal, cette tête-là se trouve au Vatican. Absolument. Oui. Et pour qu'ils se battent contre les Portugais, ce n'est pas battu simplement contre les Portugais. Oui. N'oubliez pas, à ce temps-là, le Portugal était la première puissance mondiale. Oui. Ouais. Ils étaient avec les Espagnols, ils étaient avec les Hollandais. Ensemble. Ils se sont battus contre lui. Bon, malheureusement, il a perdu la bataille, mais ils ont eu aussi des pertes. Et voilà, c'est un grand héros. On l'a battu à la bataille d'Ambuila, le 27 octobre 1665. C'est en Angola, encore une fois. Pouvez-vous nous décrire un tout petit peu de cette histoire de la bataille d'Ambuila? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont occuré au cours de cette bataille-là. C'était un grand stratège. En fait, c'était les catholiques, les Européens, avec certains noirs, nos frères, qu'ils ont mis dans leur armée, qui se sont battus contre le roi du Congo. Parce que lui, justement, il avait dit, cette religion-là que vous apportez aux Africains, c'est une mauvaise religion. Et il fait référer à la religion de ses ancêtres. La religion de ses ancêtres, comme ils disent aujourd'hui, c'est quoi? C'est les fétiches, des trucs comme ça. Mais ce n'était pas vraiment ça. Et voilà, il a livré la bataille contre presque toutes les puissances européennes, même les Anglais. Les Anglais étaient dedans. Ils ont eu du mal à les capturer et à couper sa tête. Et voilà, c'est l'histoire de Vitakanga. Ah, d'accord. D'ailleurs, il y a une expression aujourd'hui, en Angola, il y a une expression où ils disent, même chez nous les Kinois, quand on dit « Nakotiamutu bakata », donc c'est de là que vient ce terme-là de Nakotiamutu bakata. Il va mettre sa tête à couper. Pour qu'on prenne son pays, ils doivent couper sa tête. D'où vient l'expression Tchamutu bakata. Ah, d'accord, parce que on danse Tchamutu bakata, on ne sait même pas. Mais c'est de là que vient Tchamutu bakata. Oh, d'accord. Nous continuons
notre exposition à travers encore d'autres tableaux que vous allez nous énumérer tout à l'heure. Ça, c'est un tableau magnifique, c'est un tableau. Oui. Parce que vous décrivez là, vous dites Bilia Kingabiko, c'est-à-dire quoi? Pouvez-vous nous expliquer un peu? C'est un Bouddha là. Oui, oui. En fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est allé en forêt. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire en forêt ou je ne sais pas. Il est allé chercher à couper un arbre et arrivé dans la forêt. Il y a un lion qui a essayé de le dévorer. Oui. Le gars, il a fouillé, vous voyez la hache, il a laissé la hache. Oui. Il a essayé de grimper sur l'arbre. En grimpant sur l'arbre, il voit qu'est-ce qui sort de l'arbre, c'est un serpent. Un serpent, oui. Un grand serpent, boa ou python, je ne sais pas, anaconda. Malheureusement, il n'y a pas d'anaconda chez nous. Oui. Le gars voulait même plonger dans l'eau et voilà qu'il y a un crocodile qui sortait de l'eau. Et dans les airs, même, il s'est dit, bon, je vais essayer même de sauter en l'air. Oui. En l'air, là, il voit un aigle aussi qui venait pour le. Ah oui. Maintenant, où est-ce qu'il va partir? Voilà, c'est ça la question. C'est la question que je pose à tout le monde. Oui. Parce que ce gars-là, il est rentré au village, il est devenu même grand-père, il a raconté l'histoire à ses enfants et ses petits-enfants. Donc, il a été. Là, c'est en plein dans la forêt. Mais comment il est arrivé au village? Parce qu'il a été sauf. Et moi, je prends ça comme le Congo, comme mon pays. Ah oui, oui. Actuellement, oui, oui. C'est l'histoire qui se passe actuellement. Vous voyez même la couleur de ces serpents-là. Oui. Il a même une couronne, c'est la Belgique. Et l'aigle, qui ne connaît pas l'aigle? L'aigle, c'est les USA. Ah oui, oui. Donc, l'aigle symbolise les États-Unis, c'est ce que vous allez énumérer. Ouais. Et le serpent symbolise la Belgique. La Belgique. Oui. Et le lion qui sort de la forêt, Oui. les lions qui sortent de la forêt, vous connaissez les lions, les symboles de la reine. Oui, de l'autre oui. côté. La reine Elisabeth. Voilà. Donc, c'est la reine d'Angleterre, en quelque sorte. Voilà. C'est ça, Et le crocodile. Et le crocodile, c'est qui? Les Symbolise Chinois. qui? Les Chinois, les Asiatiques. Absolument. Les Asiatiques qui sortent de l'eau. Ils sont en train de monter maintenant économiquement parlant. Et lui, c'est le Congo. Pour moi, c'est le Congo. Parce que le Congo, qu'on le veuille ou pas, le Congo va sortir. Le Congo sera la... Sortira vers Caire, il va rentrer dans son village, il va les raconter à ses enfants qu'est-ce qui s'est passé. Mais actuellement, on peut dire que le Congo est la proie de toutes les... Voilà, c'est ça. De toutes ces grandes, soi-disant grandes puissances, alors que le Congo en gestation, c'est une très grande puissance aussi. Voilà, parce que voilà, le tableau est là, le tableau dit. C'est à vous de chercher maintenant comment cette personne. Et la personne qui va me dire. Vous laissez à nos spectateurs, à nos téléspectateurs parce que moi j'ai la réponse. Le soin de deviner quelle sera en tout cas la suite de son ça. sort. Comment? Parce qu'il est en fait entre le marteau et l'enclume. Parce que les États-Unis est là, la Belgique est là, il y a l'Angleterre qui est là, il y a encore une fois la Chine qui est là. Bon, il va partir où? Comment il va s'en sortir? Voilà. Pouvez-vous nous décrire un peu quelle sera la suite de ça? La suite, mais il sera vivant, il sera en pleine forme chez lui, il va raconter à ses enfants qu'est-ce qui lui est arrivé. Et je donne la question, et ceux qui me connaissent, je mets même 1000 dollars pour ceux qui vont m'amener la réponse, je leur donnerai 1000 dollars pour la réponse. Ok, nous poursuivons en tout cas avec les tableaux actuellement. Ici, nous sommes en face... C'est le tableau d'une princesse oui. Cuba. C'est un masque en fait. C'est un masque d'une princesse qui est morte et le masque mortuaire. Avant son enterrement, on l'avait fait mettre ce masque-là pour faire des cérémonies et tout. Et j'ai tellement aimé ce masque-là que je me suis dit, bon, je vais faire un tableau sur le masque en question. Ah, d'accord. C'est significatif, on dirait. Très significatif. Mais on va entrer dans les détails peut-être plus tard. Plus tard, oui. Oui, c'est... Voilà, mais c'est un masque. D'accord. Nous poursuivons encore une fois. Ici, nous sommes en face c'est d'un tableau très symbolique. Vous dites que politiciens, past, house, musicians. C'est-à-dire Oui. Bon, le tableau, c'est symbolique, c'est du symbolisme. Comme l'autre tableau, ce tableau-là aussi est très significatif. Voilà, il y a un démon ou Satan ou je ne sais pas qui qui tient un livre. Ça peut être le Coran. Ça peut être la Bible pour les chrétiens. Merci. Donc, je ne dis pas c'est quel livre, mais c'est à vous de chercher quel est ce livre qui tient, qui contrôle. Mais on voit ici, vous décrivez, il y a la démocratie en squelette, vote. Ouais. C'est-à-dire quoi? Avec point d'interrogation. Avec point d'interrogation. C'est-à-dire quoi? Parce qu'au Congo aussi, nous faisons face à actuellement
aux élections. Vous décrivez, si vous dites démocratie, vote, et point d'interrogation, et des squelettes comme ça, c'est un peu... Et vous vous rappelez, les urnes chez nous au Congo, ça avait cette couleur. Oui, absolument. Et qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie, est-ce que cette démocratie-là qu'ils veulent, tu vois, parce que la démocratie est enchaînée. Vous voyez qu'il y a des chaînes ici. Ah oui. Et cette démocratie-là qu'ils veulent, cette élection-là qui nous impose, est-ce que cette démocratie-là, cette élection-là sera une vraie élection? Parce que c'est enchaîné. Danger de mort. Il y a des morts déjà pour les élections. Donc, comme pour eux, ils veulent nous imposer leur candidat, en quelque sorte. Donc, vos œuvres en disent longues, hein? Disent vraiment longues. Et à côté de lui, vous savez, le diable, à sa gauche, c'est toujours... il y a le Kalachnikov, l'arme. Voilà. Ouais, les armes. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Ben, vous mettez le Kalachnikov ici. À sa gauche. À sa droite, vous mettez, en tout cas, la guitare. Ça signifie quoi? C'est significatif ou quoi? Il y a le seringue aussi que je vois là-bas. Il y a le seringue, il y a la clé, il y a un verre de bière. C'est symbolique ou quoi? Mes tableaux d'ailleurs, vous voyez les drapeaux qu'il y a derrière lui, c'est les drapeaux du Congo. Moi, mes tableaux, il y en a qui disent qu'il est au paradis ou je ne sais pas si c'est en enfer, mais vous voyez, c'est les tableaux du Congo. Pour moi, le Congo, c'est le paradis terrestre. Et vous voyez même, il y a une échelle qu'on a coupée. Il y a une échelle donc vous pouvez monter même jusque, pour moi, ça c'est la porte même de Dieu, où se trouve Dieu. Mais ils ont coupé ça, parce que c'est le Congo où il y avait, pour moi, l'accès du paradis, c'était au Congo. Bref, on nous a mis un démon. Il y a un démon. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est le drapeau de quel pays? De la Belgique. Ah, je ne sais pas. Vous avez dit la Belgique, et moi, je n'ai rien dit. Donc... Et puis, vous mettez là... C'est significatif tout ce que vous mettez là. Vous mettez là les symboles du dollar. Vous mettez la croix. Vous mettez la musique. La musique. La musique, toujours. Donc, la guitare, parce que vous m'avez posé la question sur la guitare. Oui, tout à fait. Regardez aujourd'hui la musique chez nous. Regardez qu'est-ce que fait la musique chez nous. Ça nous distrait absolument. Grave. Ça nous distrait avec des concerts exorbitants et tout ça. Et ils nous imposent des concerts. Lui-même, c'est le maître des instruments. Lui-même, c'est le maître des instruments, c'est le maître des armes. Et voilà, à côté de lui, bien sûr, il y a la bière. Donc, on distrait la population congolaise. Parce que j'avais suivi au cours d'une conférence, Madame Justine Kassavou a énuméré aussi, il y a des problèmes à travers les brasseries du Congo. Merci. On est en train de distraire la grave. À travers les brasseries. Donc pas seulement les brasseries. Oui. Il y a aujourd'hui les compagnies, il y a des Indiens qui te fabriquent de l'alcool. Et il faut voir cet alcool-là. On appelle ça Supunatolo, machin. Ah oui, tout à fait. Supunatolo. Voilà. Quinoa, qu'est-ce qui se passe avec ces alcools-là? Mais c'est des alcools, en fait, c'est des poisons. Ça, c'est pour tuer notre jeunesse. Et regardez le comportement de la jeunesse congolaise aujourd'hui. Actuellement, ce ne sont pas des responsables. Et ça donne à tout vent de doctrine, à tout ce qui leur arrive. Dans 20 ans, est-ce que ce sont ces jeunes-là qui vont diriger notre pays? Dans 20 ans, vous croyez vraiment ces jeunes gens-là qu'on voit dans la rue, c'est eux qui vont diriger? Ne croyez-vous pas que c'est même le travail de SAP qui est en train de faire les occupants à travers l'occupation? Ceux qui dirigent le Congo, leurs enfants étudient à l'extérieur. Absolument. Et ils reviendront au Congo avec des diplômes de quelle université? Des universités Harvard et tout ça, pour essayer un peu de vanter tous ces... Merci. Et c'est eux qui vont diriger nos enfants. Et nos enfants, là, tels qu'ils sont là, ils ne pourront pas diriger le pays. Donc il y a un génocide même intellectuel. Absolument. Ils sont en train le Congo, il faut comprendre. Je ne suis pas, je ne veux pas dire il faut comprendre Dieu, mais il faut qu'on s'élève. Il faut vraiment que le Congolais s'élève parce que même nos enfants n'ont plus d'avenir au Congo. Et si nos enfants n'ont plus d'avenir au Congo... Et que direz-vous de nos enfants qui naissent ici à l'Occident ou en Europe ou un peu partout à travers le monde, qui naissent à l'extérieur, disons? Oui, c'est rare. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut. Les enfants qui naissent ici, ils se retrouvent plus ici qu'au Congo. Et ils ont une autre mentalité. Et ça, c'est... Les enfants qui naissent ici, il faut pas qu'on compte sur nos enfants qui naissent ici. Et que dirons-nous? C'est la faute à qui? Il faut que nous allons... c'est à nous d'aller libérer notre pays. Ce n'est pas à nos enfants. Il ne faut pas qu'on prenne notre problème, qu'on mette ça sur la tête des enfants. Les enfants, nos enfants ici, ils ont assez de problèmes avec les autorités d'ici déjà. À l'école, sociale, machin. Donc ils doivent d'abord
ils sont ici, ils doivent régler d'abord leurs problèmes ici, avant d'aller régler nos problèmes à nous, à l'origine. Provoqués peut-être par nous aussi. Ah oui, ça on peut le dire. C'est une fuite de responsabilité. On commence à dire, nos enfants, mais nos enfants, ils sont nés ici, bon, ils ont les sangs congolais, c'est des Congolais, mais vous voyez nos enfants, il y en a même qui jouent dans l'équipe de la Belgique, France, machin. C'est des enfants, ils se retrouvent plus ici qu'au Congo. Le Congo, c'est leur pays, c'est le pays de leurs ancêtres, ils viendront. Mais ils ne viendront pas dans un Congo comme ça. Occupé, non. Où il n'y a pas la justice, où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas du travail. Quand on parle du Congo, c'est génocide, on parle de guerre, machin. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Ils ne vont pas aller là-bas. Mais si on parle du Congo en tant que paradis terrestre, mais ils viendront. Et peut-être même ils ne reviendront plus ici parce que quelque part ils ont les... Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi quand on dit que dans la devise même de la Constitution ou des institutions du Congo, où on énumère, on dit ce que vous avez écrit là, paix, justice et travail. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous voyez, il n'y a pas la justice, il n'y a pas le travail. C'est sur une mer de sang, de feu. Ah d'accord. Vous voyez. Donc comment la paix, regardez, la paix et la justice sur ça. C'est pas une paix, c'est pas une justice, c'est pas du travail. C'est pas du travail non plus. Et au-dessus, vous voyez même, il y a des minéraux, il y a l'argent, de l'or, et c'est lui qui contrôle ça. C'est cette personne-là. Je ne sais pas si c'est une personne ou quoi, tout ce qu'on peut. Un démon ou quoi. Voilà. Mais c'est lui qui contrôle ça. Et il contrôle ça, il est où? Au Congo. Là, vous rejoignez un tout petit peu le livre de Ngwanda qui avait dit qu'il y a Afrique démocratie piégée en quelque sorte. Oui, le grand frère là, bon, bien que je ne suis pas son partisan, mais il y a certains trucs quand il dit que c'est vrai. Voilà, il a raison, il a tout à fait raison. Oh d'accord. On continue notre série de... Ça c'est un masque qu'on appelle Kifouébé. Les Basuku. Ouais, Kifouébé. Voilà, oui, Kifouébé. Ça me dit quelque chose quand vous dites Kifouébé. Bon. Kifouébé. Il y a c'est quelque chose qui n'est pas beau, qui est très vilain. Quand on te dit que tu ressembles à Kifouébé, c'est-à-dire que c'est un masque vraiment très vilain. Mais Picasso, il a utilisé ce masque-là pour faire certaines de ses œuvres. C'est pourquoi moi je fais ça, parce que ça nous appartient à nous. C'est à moi, Congolais, de dire... Mais quand par exemple, vous mettez en scène ce genre d'œuvre, vous attaquez à qui? Vous dites quoi? Vous critiquez qui? Non, j'ai pris l'exemple de Picasso par exemple, parce qu'on veut nous faire croire que Picasso, il a inventé le cubisme. Ce masque, c'est vraiment le cubisme. Mais quand Picasso est mort, chose étrange, ils sont allés chez lui, ils ont trouvé plein de nos masques. Picasso n'a été que quelqu'un qui copiait sur les œuvres d'art africains. On a trouvé qu'il faut aimer chez Picasso. Donc, c'est pour mes expos aussi, c'est pour dire à nos fils, à nos filles, qu'il ne faut pas qu'on ait des complexes sur notre culture, sur nos arts. Parce que si Picasso est copié chez nous, si même leur civilisation, ils ont copié beaucoup de trucs chez nous. Mais parce qu'on dit que tout ce qu'on voit ici vient de l'Égypte, au fait, c'est de l'Égypte ancienne. Merci. Donc, et voilà, ça c'est Kifouébé. Ça c'est le masque de l'éléphant. Ah d'accord. C'est un masque, je pense les Kouba connaissent bien ces masques-là. L'Empire Kouba. Ouais. C'est dans le Kasaï. Même jusqu'à aujourd'hui, ces masques-là, c'est des masques pour je pense, c'est pour les fêtes mortuaires aussi, mais on l'utilise beaucoup, surtout dans les mariages aussi. Dans les mariages. Donc c'est symbolique, ça dit quoi? Ça dit que... C'est l'éléphant, ça représente la trompe, hein? Ça représente la trompe de l'éléphant. Et quand il y a des cérémonies de mariage, ce gars-là, il sort avec ces masques-là, il exhibe des danses, on l'applaudit. Et voilà, quoi, c'est pour festoyer, c'est pour mettre l'ambiance dans le mariage. Je pense, mais derrière ça, il y a toujours une spiritualité. C'est ce qui est fort avec nous, les Congolais, nos ancêtres ou les Africains. Toujours, il y a le visible et l'invisible. Et derrière ça, il y a toujours une partie invisible que pour la connaître, moi je ne veux pas dire que je connais. Il faut être un initié pour dire maintenant quelle est la vraie signification de ces masques. Oui, mais dans le visible, on voit c'est pour faire des fêtes et tout, animer le mariage, quoi. Non, d'accord. Nous poursuivons ici parce que nous avons en face de nous, vous avez énuméré, vous avez dit King Leopold II of Belgium, cousin of Queen Victoria, 20 million Congolese killed. And en bas là-bas, vous avez dit il y a pas mal de mains coupées
Oui. Il y a aussi pas mal de trucs que vous énumérez là-bas. Donc c'est significatif ce tableau. Il y a des squelettes que je vois un peu par-ci par-là. Donc c'est quoi en fait? Vous voulez décrire quoi en fait par là? Le roi Léopold II, Oui. c'est un roi. Oui. C'est un roi, les Belges le connaissent plus que nous. Oui. C'est lui qui a construit, qui a fait que la Belgique devienne une grande puissance. Et comment la petite Belgique là, la petite Belgique est devenue une grande puissance, même jusqu'aujourd'hui. Les Congolais ignorent beaucoup, même pourquoi il y a le truc de l'Union européenne ici. Oui, oui. Même l'OTAN, le siège, machin, c'est toujours ici. Oui, oui. Parce que la Belgique a beaucoup d'argent. La Belgique a beaucoup de richesses. Et cette richesse-là, comment la Belgique, pays de chocolat, pays de frites, peut être plus riche que les grandes puissances européennes. La fortune de la Belgique vient d'où? Énumérons-nous un peu à quelque chose. La fortune de la Belgique, ça vient du Congo. Pas du Burundi ni du Rwanda. Au Burundi, au Rwanda, à part le canne à sucre, à part s'enivrer, il n'y a rien chez eux. C'est chez nous d'où vient la richesse belge. Les Belges, déjà, dès le départ, vous voyez, j'ai mis les mains là, les mains coupées. Je pense que vous connaissez l'histoire des mains coupées. Oui, oui, tout les à fait. caoutchoucs. Si l'industrie automobile, l'industrie automobile s'est très vite développée, c'est grâce au caoutchouc congolais. Mais pour avoir ce caoutchouc-là, on a coupé les mains des millions et des millions de Congolais. Ceux qui avaient la chance, ils ont eu les mains coupées. Mais à part les mains coupées, qu'est-ce qu'il y a il y a eu un génocide. C'est que le monde entier ne veut plus en parler, ou la Belgique ne veut pas reconnaître. Et ça tombe à point nommé parce qu'aux alentours du 30 juin 2018, il y a les autorités belges, à travers le bourgmestre de la commune de Bruxelles, qui va reconnaître en fait une place ici, qui va être en tout cas baptisée ou rebaptisée au nom de Lumumba, place Lumumba. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel message vous pouvez lancer au gouverneur à propos de ça? Moi je suis un artiste, je donne mon point de vue d'artiste. Déjà, le bourreau, pour reconnaître son forfait, prendre le nom de Lumumba, donner à une place, moi je pense qu'il peut faire mieux, il peut faire plus que ça. C'est trop petit, c'est pas... Le nom de Lumumba ne vaut pas cette petite place-là. Si vraiment ils veulent qu'il y ait la concorde, s'ils veulent qu'il y ait la paix avec les Congolais, ils peuvent faire plus que ce qu'ils veulent faire là. Parce que c'est vrai, les Belges d'aujourd'hui, c'est pas eux qui ont tué Lumumba. Mais ils ont hérité ces forfaits-là, ils ont hérité, et même ils savent que ce que la Belgique a fait à Lumumba et au Congo, c'est pas correct. Mais le gouvernement belge d'aujourd'hui continue, parce que quelque part, la base arrière, le Rwanda, le Burundi, machin. Absolument. Il y a les tenues, on a vu les M23 avec des tenues belges. Voilà, belges. Tout à fait, oui. Et donc, quelque part, s'il ne se mêlait pas de ce qui se passe au Congo, on aurait dit oui, on peut le pardonner. Mais la Belgique continue à nous mettre les bâtons dans le dos. On a vu les ministres de la Défense, on a vu Louis Michel, on a vu qu'est-ce qu'ils ne font pas chez nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ne font pas, même ce gars qui est devenu président aujourd'hui, cet enfant de guerre-là. Mais ils ont été les gens qui l'ont supporté, qui l'ont défendu pour qu'il soit président. Et qui continuent même de le soutenir. Ils continuent même jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc ils ne regardent même pas le passé, l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, la chicotte. Quand on parlait de chicotte, c'était quoi? C'était les Belges. Ils ont pillé, ils ont pris c'était pas même le coltan en ces temps-là, c'était l'or, les diamants, le bois, les cafés, le cacao. Ils nous ont amené leur ceux qui sont en train de transformer au jour d'aujourd'hui comme si c'était le coltan et la cassétérite. Parce qu'ils doivent tuer nos populations de Kivu et ils doivent vident des régions, ils déplacent des gens.